Ce soir, l'hommage symbolique d'Emmanuel Macron au Panthéon. Le chef de l'État a célébré aujourd'hui le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Une date inédite, un hommage romanesque, nous le verrons. Et la filière banane redresse peu à peu la tête. Près de la moitié des exploitants ont repris leur livraison sur le marché local. Une lueur d'espoir pour le groupement des producteurs de Guadeloupe, déterminé à poursuivre le plan Banane Durable 2. Et quelles sont les parcelles contaminées à la chlordécone en Guadeloupe? La préfecture a publié hier la carte de la contamination des sols, un document accessible à tous sur le site de la DAF que nous détaillera dans ce journal Linda Kayarsi. Et l'Académie veut promouvoir le développement durable à l'école. Elle a organisé aujourd'hui la 2e édition du forum pédagogique dédié à ce modèle économique au lycée Nord-Grande-Terre à Port-Louis. Un défi qu'aura à relever cette nouvelle génération. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. La filière banane se porte mieux et tient à le faire savoir. Aujourd'hui, le groupement des producteurs de Guadeloupe organisait une visite de terrain à Capesterre-Belle-Eau. L'objectif, démontrer que la filière banane, entre vent et marée, a encore un avenir. Reportage Linda Kayarsi, Patrick Curie. 7 mois après le passage de l'ouragan Maria, difficile de croire que l'exploitation Changuy a souffert. Pourtant, elle n'a pas été épargnée. 30% de la production a été perdue. Quand on voit ça, on se dit qu'il faut redémarrer. On n'a pas le choix. Bon, l'État a mis en place un système de chômage technique. Le FAFCA a mis en place des formations. Nous avons mis une partie du personnel en formation, une autre partie en chômage technique et une autre partie restée au travail pour pouvoir relancer la machine. Nous l'avons relancé à 30%. La filière se remet progressivement des intempéries avec des objectifs bien précis pour un retour remarqué sur les étals. Le grand challenge du groupement de producteurs en 2018 et 2019, c'est de mettre 4 ou 5 centrales ultra modernes pour la pénibilité au travail, de manière à ce que les salariés qui vont travailler dans ces stations, comme vous le constatez aujourd'hui, où il y a une robotisation extrême, les salariés seront dans des conditions de travail extraordinaires par rapport à ce qu'on avait connu. Plus de moyens donc pour une banane désormais d'appellation française, mais aussi équitable, dédiée notamment à la petite production, moins de 500 tonnes. Le groupement des producteurs mise également sur une banane durable, en mettant en place notamment un plan vert. Articulé autour d'une part l'assainissement des sols, c'est-à-dire mise en place de plantes de couverture, c'est-à-dire pour diminuer, voire arrêter l'utilisation des herbicides. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier a été d'améliorer la fertilité des sols, donc d'emmener de la matière organique. Donc cette matière organique, c'est un compost en fait qui est issu des déchets verts, donc de l'élagage de toutes les communes, de la vinasse, de la bagasse. Donc ça fonctionne un peu en économie circulaire et ça permet d'améliorer la fertilité des sols et d'avoir des plantes en meilleure santé. Et le troisième point aussi, c'est de piéger le charançon, donc de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, mais d'utiliser le piégeage naturel pour réduire la population de charançon, qui est un petit insecte qui attaque le bulbe du bananier et qui empêche son développement racinaire. Cette année, les acteurs de la filière comptent produire 35 000 tonnes de bananes, 45 000 tonnes en 2019. L'objectif, atteindre d'ici 3 ans le quota de production qui est de 77 000 tonnes. Et une petite embellie pour le secteur dont se félicite le président de région. Il faut dire que l'équipe régionale s'était largement investie en accordant aux acteurs de la filière une enveloppe d'un montant de 3 millions d'euros. Après le passage de Maria, on écoute d'ailleurs la réaction d'Harry Chalus. Eh bien, c'est une satisfaction pour moi de voir comment les agriculteurs sont satisfaits. On va commencer à commercialiser après quelques mois lors de passage des cyclones. Nous avons visité un agriculteur installé par la région qui est vraiment satisfait avec sa famille et qui nous disait sans l'aide de la région aujourd'hui, il ne serait pas là. Actuellement, nous sommes dans le hangar, je dirais l'entreprise, l'industrie même de M. Sino Naba qui nous a fait visiter un peu comment il a mis les moyens grâce aux aides et sa volonté personnelle pour pouvoir améliorer les conditions de travail de son personnel. C'est merveilleux, magnifique. C'est 3 millions d'euros que la région a investi. Après les cyclones, tout de suite, nous avons aidé à hauteur de 1 million et par la suite 2 millions. Donc aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction pour nous. Nous avons voulu venir constater un peu ce que ces agriculteurs, ces producteurs ont fait depuis le passage du cyclone avec des banquiers, des chefs d'entreprise, d'autres planteurs. C'est vraiment une journée agréable, magnifique et nous sommes vraiment fiers. Je le dis que nous avons les compétences à Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est ce que je demande. Qu'on arrête, je le dis, qu'on arrête vraiment tous ceux qui ne nous apportent rien, mais que nous puissions aller de l'avant, comme aujourd'hui.
Et nous vous en parlions dans notre édition d'hier. La carte de la contamination des sols par la chlordécone en Guadeloupe est désormais accessible à tous. La préfecture l'a publiée sur le site internet de l'ADAF. Comment la consulter et surtout que nous dit-elle? Réponse avec Linda Kayarzi. La carte de la contamination des sols par la chlordécone est accessible sous la forme de carte communale sur le site de la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est aussi représentée sous la forme d'une cartographie dynamique sur Carugéo, le site d'information géographique de la Guadeloupe. Pour chaque classe de contamination, sont précisées les productions agricoles qui sont possibles sur les parcelles analysées. Une actualisation de cette carte est d'ores et déjà prévue afin d'ajouter les dernières analyses de sols réalisées d'une part par le programme JAFA et d'autre part par le BRGM, ces dernières données étant actuellement en cours de traitement. Au total, la carte de la contamination des sols par la chlordécone fait état de 5033 analyses de sol, couvrant une superficie de 3136 hectares. La carte fera ensuite l'objet d'une mise à jour annuelle. Et puis notez sur vos agendas que les services de l'État organisent un débat citoyen sur le chlordécone et ses effets, notamment sur la santé, le jeudi 3 mai à partir de 9h30 au complexe sportif Gaël Monfils à Colin, Petit-Bourg. Les représentants des services de l'État en charge de ce dossier seront présents et pourront justement échanger et répondre aux questions que chacun peut se poser sur ce pesticide. Et puis en bref, cet incendie qui s'est déclaré cet après-midi à l'ancien hôpital de Cap-Esterbello qui est situé dans le centre-ville de la commune. Le feu, dont on ne connaît pas pour le moment l'origine, a pris dans un cabanon. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'hôpital avait été totalement désaffecté après le transfert du personnel dans le nouvel établissement. Il y avait 2 dates, le 10 mai et le 23 mai, mais c'est aujourd'hui, le 27 avril, qu'Emmanuel Macron a choisi pour commémorer l'abolition de l'esclavage en référence à la date à laquelle fut promulgué le décret qui a mis fin à la déportation de millions d'Africains dans les colonies françaises. Un hommage inédit rendu au Panthéon. Reportage de notre correspondant d'ATV Paris, Christian Bonardel. Ils ne sont pas nombreux à être présents en face du Panthéon. Des barrières en interdisent l'accès. La majorité des badauds ne savent même pas pourquoi le président de la République s'y rend cet après-midi. Ceux qui le savent ont plutôt des avis réservés sur cette cérémonie. La question pour moi, c'est à quoi joue-t-on? Et je reviens aussi pour l'abolition de l'esclavage. Alors je demande le multiculturel pour qu'on puisse ouvrir les horizons. Une reconnaissance beaucoup plus marquée, je dirais. Une reconnaissance beaucoup plus marquée par rapport à ce qui s'est passé véritablement, afin que ce type de choses ne se reproduise plus. Jeff, également guadeloupéen, regrette amèrement d'être contraint de suivre la cérémonie sur son smartphone. Regardez, on ne peut même pas s'approcher vers le président, on ne peut pas s'approcher vers le Panthéon parce qu'il y a une sélection et on parle de l'abolition de l'esclavage. Mais pour moi, en général, que tout le monde pouvait accéder là-bas parce qu'il y a une sélection et ça fait diviser encore les gens. Le président de la République a fait 3 annonces. La création d'un musée de l'esclavage en Guadeloupe au Mémorial Act. Le musée de la Marine accueillera quant à lui la fondation qui met en lumière le champ de l'abolition de l'esclavage. La 3e annonce concerne le nom des esclaves qui ne resteront plus anonymes. Et bien, ce sera au jardin des Tuileries où il y aura un mur des noms avec le nom esclave, le numéro d'esclave et surtout le nom de l'affranchissement une fois que l'esclave est devenu libre et affranchi. Et donc là, ce sont de beaux symboles. Le prochain temps fort de commémoration aura lieu au Sénat le 10 mai en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Et en revanche, Emmanuel Macron n'a pas confirmé si l'État participera financièrement à la gestion du Mémorial Act, une annonce très attendue. Il faut savoir que ce musée coûte pas moins de 12 millions d'euros chaque année à la région Guadeloupe. Transformer le statut actuel du musée en établissement public de coopération culturelle, une solution qu'a proposée le président de région. On écoute Harry Chalus, une réaction qui a été recueillie bien avant la fin de la cérémonie à Paris. Je vais recevoir 2 messages du président de la République, de Mme Girardin, concernant une réunion interministérielle sur les sargasses. Donc j'attends le retour des résultats, mais surtout aussi la confirmation du président de la République sur l'avancée de l'établissement public de coopération culturelle du Mémorial Act. Donc comme il dit, M. Hérault va piloter tout ce programme. Il n'y aura pas de construction sur Paris, seulement un mur, je crois, dans les jardins du Tuileries. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, pour le Mémorial Act, qui sera dorénavant un établissement public de coopération. Et si la date du 27 avril n'a pas été observée chez nous, en Martinique, la ville de Schellcher, du nom du célèbre abolitionniste, a tenu à honorer ce tournant de l'histoire.
Le récit de cette matinée d'hommage avec Marie Tricot d'ATV Martinique. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir. C'est par ces mots qu'il y a 170 ans, le décret définitif d'abolition de l'esclavage libérait 74 000 esclaves martiniquais. Qu'il est une violation flagrante aux dogmes républicains, liberté, égalité, fraternité. Des mots lus aujourd'hui par des adolescents qui redécouvrent leur histoire. J'y ai pas mal réfléchi quand même avant parce que c'est quand même l'histoire de la Martinique et de là où on habite, il faut quand même le savoir. Mais surtout que maintenant qu'on me l'a donné, je me suis beaucoup plus intéressée à ce genre de choses et j'en suis bien contente. Un décret porté à l'époque par l'illustre Victor Schellcher. Et pour éclairer l'action d'une personnalité encore décriée, c'est par la voix d'un autre homme d'importance que les collégiens ont tenu à lui rendre hommage, dans un texte signé Aimé Césaire, rédigé 100 ans après l'abolition. En soi, quand on écrit, c'est pour que les générations futures n'oublient pas. Donc je pense que c'était important de lire ce texte. Ils ont su mettre l'accent là où il fallait dans les textes et avec un petit peu plus de difficulté quand même pour le texte de Césaire parce que les phrases sont un peu plus complexes. Donc il a fallu qu'on s'arrête là-dessus pour remettre les choses en place, voir ce qui se disait, le sens des choses. Mais je pense que ceux que j'ai choisis ont été très contents d'avoir été choisis parce qu'ils ont senti l'importance du moment. Victor Schellcher, longtemps mal aimé, est rétabli par la commune qui porte son nom. 170 ans plus tard, Schellcher qu'a songé. À l'époque, il y avait une pensée unique. Il y avait une mentalité qui était bien établie. Et dans le combat pour l'abolition, Victor Schellcher a dû dépasser les idées qui étaient les siennes au départ. Il a dû dépasser par conséquent ses propres préjugés. Et je pense que l'on dit que l'un des plus beaux combats qu'un homme peut mener, c'est de se battre contre lui-même, contre ses propres préjugés. Et par conséquent, Victor Schellcher a réussi à dépasser un certain nombre de choses. Et ça aussi, ça mérite d'être salué. Plus que les faits historiques, ce sont les élans humanistes qui retiendront leur attention. Le décret abolitionniste a également été célébré dans l'Hexagone. À cette occasion, Emmanuel Macron a confirmé la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Rencontre avec ces femmes entrepreneurs antillaises qui brillent à l'étranger. Et puis nous irons au lycée Nord-Grande-Terre pour une leçon sur le développement durable. Est-ce la fin d'une vie politique pour José Toribio? Dans l'affaire dite des lampadaires solaires, l'ancien maire de Lamentin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 10 ans d'inéligibilité et surtout à payer plus d'1 million d'euros à différentes parties civiles. Comment les Lamentinois voient-ils cette condamnation? Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter sont allés leur poser la question. On regarde. C'est pas juste, c'est tout. C'est pas juste parce que tout le monde fait des fautes, hein, après tout. Parce que regardez en France, il y a beaucoup de fautes qui se font en France. Bon, tu sais, quand il y a des gens plus haut placés que toi, ils vont te descendre. Mais M. Toribio, il a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais si ça arrivait à M. Toribio, c'est la faute de la personne qui est décédée là. Je préfère ne pas avoir d'avis. Parce que chacun organise sa vie en fonction. Donc on laisse faire la justice. C'est mieux. C'est comme ça, il n'y a pas d'opinion. Rien à dire, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Je reste jeune là-dessus, mais je ne peux rien dire là-dessus. Bon, simplement que c'est la justice à faire son travail. Si on moi tout ça, et moi en liberté, pour moi pas condamné. Parce qu'on va voir madame moi, qu'on va petit monde moi, famille moi. Après il sera d'argent. Condamnation là juste. Parce que il fait détournement avec les lampadaires, il a fait détournement. Bon, c'est pour ça qu'on l'a condamné de 10 ans de juillet. Il a mérité sa peine, il va le purger. Mais si vraiment il a pas tort, il fera appel et il fera le nécessaire. Mais dans la vie, il faut savoir que quand on utilise l'argent de la contribuable d'une commune, il faut savoir gérer correctement. Est-ce qu'il était seul? Je ne sais pas. Mais on a trouvé condamné vraiment trop fort. Il y avait peut-être les preuves qui baillent parce qu'il me semble qu'il fait recours à la justice. Pour le moment, parce qu'il y a vraiment
J'admets qu'ils ont eu raison. Elles ont osé un jour se lancer et sont aujourd'hui à la tête d'entreprises qui prospèrent à l'étranger. Shirley Billot, Vanessa Bolosier, pour ne citer qu'elles, ont été invitées à partager leur expérience aujourd'hui à l'occasion de la journée des entrepreneuses organisée au terrain de tennis du Gosier. Des rencontres inspirantes que nous racontent Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. 200 femmes pour parler d'entrepreneuriat au féminin, c'est le défi de cette première édition de l'Entrepreneur Day. La portée de cet événement, c'est permettre à des gens de réaliser que les gens qui viennent parler, qu'ils soient de la diaspora ou d'ici, sont des gens qui sont comme eux, qui ont été comme eux avant, ou bon voilà, et que eux aussi n'ont rien à leur envier, ma foi. Donc c'est permettre aux gens de se situer, il y a des talks, il y a des apartés, donc permettre aux gens de se rencontrer, de bocanter, d'échanger, de demander des conseils. Voilà, pourquoi pour les femmes, il y a des problématiques un peu différentes, mais sinon entreprendre c'est entreprendre. Il y a des règles universelles de succès et il y a des règles universelles d'échec. Donc voilà, donc ça a été des raccourcis qui ont été donnés aujourd'hui et les échanges ont été faits au niveau des cartes de visite. Ça veut dire que ces personnes, l'une et l'autre, devraient pouvoir rester en contact pour continuer à échanger. L'occasion pour ces femmes de mettre en exergue leur expérience et surtout de la partager avec ses futurs chefs d'entreprise. Je pense que c'est plus difficile que lorsqu'on est un homme, mais c'est possible et on a une résilience en tant que femme qui nous permet de faire beaucoup plus, de travailler plus dur et de se surpasser. Donc oui, être femme entrepreneur, c'est possible et cela a été démontré aujourd'hui avec le panel qu'on avait extraordinaire. Toutes ces femmes, moi-même j'étais waouh. On ne trouve pas partout dans le monde, parce que pas seulement en Martinique, des associations qui ont cette spécificité d'être maman et chef d'entreprise. Donc l'idée c'était de pouvoir se réunir et partager notre quotidien personnel, professionnel et de s'entraider. Et de pouvoir voir comment est-ce qu'il est possible de s'entraider et de s'élever ensemble vers justement une meilleure qualité de vie avec les enfants à travers les échanges et puis également de s'entraider professionnellement, de réseauter, de faire du business ensemble si possible, etc. Ateliers, conférences et débats étaient donc au programme de cette journée consacrée à ces femmes qui entreprennent et à la création de réseaux structurés pour les accompagner. Et on choisit de relever un autre défi, celui d'inscrire notre destination au calendrier des événements sportifs internationaux. Je parle des organisateurs de la Carujet. La 21e édition aura lieu du 10 mai au 13 mai sur la plage de Viard-à-Petitbourg. Et pour nous en parler ce soir, Éric Paulin est avec nous. Bonsoir Éric Paulin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Comment s'annonce cette année, cette édition ? Je dirais relativement bien, puisque, je dis relativement parce que nous subissons depuis une quinzaine de jours l'arrivée des sargasses. Donc pour nous, c'est un problème, d'autant plus que nous véhiculons à travers la Carujet de belles images de la Guadeloupe. Vous appréhendez l'arrivée des sargasses. Est-ce qu'un plan a été prévu justement? S'il y a sargasses, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de Carujet? Mais écoutez, on était en conférence de presse ce matin, et d'après ce que j'ai cru comprendre, la CANBT qui gère un petit peu cette partie, la ville de Petitbourg et puis la région, ils feront tout pour que on puisse quand même évoluer. Il faut savoir qu'en 2015, on avait des sargasses et la Carujet a eu lieu. Bon, maintenant, je ne sais pas quelle sera l'ampleur des dégâts, mais bon, pour le moment, on se concentre sur l'organisation. Cette année, une dizaine de pays sera représenté, l'Égypte, l'Australie, la Jordanie ainsi que le Qatar, pour ne citer que. Vous êtes arrivé finalement à relever le défi de faire de cet événement quelque chose d'international. Oui, moi je l'ai toujours dit. Ce qui est important pour nous, c'est de véhiculer une image de la Guadeloupe à travers la Carujet, parce que le monde entier de spécialistes du jet, ils connaissent tous la Carujet. Éric Paulin, est-ce que vous avez réussi votre mission, votre pari? Je dirais que oui, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, maintenant, c'est une question de moyens, mais bon, le fait de faire venir exceptionnellement cette année des gens du Golfe, le Qatar, le Koweït, l'Égypte, la Jordanie, c'est des gens qui ne connaissaient certainement pas la Guadeloupe. À travers la Carujet, ils veulent lancer un défi, déjà de la gagner, mais aussi voir un petit peu ce qui se passe dans la Caraïbe. Et je pense que si on arrive à faire cette édition un véritable succès, je pense que pour la Guadeloupe, ce sera un atout supplémentaire.
L'autre nouveauté cette année, c'est la couverture médiatique qui sera accordée à cet événement. Elle sera beaucoup plus grande que les années précédentes, avec notamment une coopération, un partenariat avec la chaîne Beansport, des journalistes qui viendront aussi du Qatar. Quelle place sera accordée aux médias locaux et je pense aux chaînes télé? Nous accordons une importance particulière à ce qui se fait localement, parce que la Caroudiette a lieu en Guadeloupe, donc il faut d'abord que les Guadeloupéens soient informés du bon déroulement de la manifestation. Donc c'est pour cela que même si on a des chaînes telles que Beansport et peut-être une télévision du Qatar, ben les médias locaux sont privilégiés parce que, comme je disais, il faut que cet événement reste un événement guadeloupéen et non s'exporter. Bien sûr, on exporte l'image de la Guadeloupe, mais l'événement reste guadeloupéen. Comment on explique qu'il n'y ait toujours pas de partenariat justement avec une télévision locale, puisqu'il s'agit d'images avant tout? Le jet ski, c'est du visuel. Oui, mais faire un partenariat, ça veut dire qu'en réalité, on donne presque une exclusivité. Non, nous, on invite tout le monde à être présent sur la Caroudiette et on a toujours hésité à faire, je dirais, un vrai partenariat avec une chaîne. Ça veut dire que les autres chaînes se seraient considérées comme laissées pour compte, alors que ce n'est pas le but. Il faut universaliser. La Fédération du cyclisme a donc tort? Ah, ça, c'est eux. Ils ont fait leur choix. Nous, pour nous, il faut que la plus petite des radios, des télés qui puissent, avec des petits moyens, soient présents sur la Caroudiette. Éric Paulin, une question très importante. On ne cesse de parler des aléas qui menacent nos territoires insulaires. Pour preuve, l'arrivée des sargasses, qui serait aussi liée, dit-on, selon un rapport, en tout cas gouvernemental, lié au déversement d'essence dans les océans aussi. Quelles sont les dispositions qui seront prises pour préserver l'environnement? Alors effectivement, c'est un problème récurrent depuis quelques années. En 21 ans de Caroudiette, on n'avait pas connu des problèmes d'environnement. Mais on l'a bien compris et c'est pour ça que nous mettons de gros moyens à notre disposition, c'est-à-dire nous mettons 2 avions pour la reconnaissance, 2 bateaux aussi pour la reconnaissance, et en cas où il y aurait des cétacés sur les différents parcours, eh bien la course sera neutralisée. Donc la période n'est pas tout à fait bien choisie, c'est pour ça que nous envisageons en 2019 avec l'arrivée des sargasses, ça risque de rendre cette visibilité difficile. Au large, je ne sais pas. Au large, je pense que quand même il y a une visibilité. Je suis allé sur la Basse-Terre hier ou avant-hier, alors qu'il y avait des sargasses un petit peu sur Viard, mais on a l'impression que vers les Saintes, il y avait une belle visibilité. Mais je crois que l'année prochaine, il va falloir réfléchir davantage et se poser la question de repousser la date de la Caroudiette, parce que la saison de ponte des cétacés se fait entre janvier et juillet. Donc, pourquoi ne pas envisager, pendant les vacances, de faire la Caroudiette? Merci Éric Paulin. Le rendez-vous, ce sera le 10 mai, sur la plage de Viard à Petit-Bourg, jusqu'au 13 mai, 3 jours intensifs. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci, et de répondre à nos questions ce soir. Le développement durable, il en était question justement aujourd'hui au lycée du Nord Grande-Terre. L'Académie avait organisé la 2e édition du forum pédagogique dédié à ce modèle économique, certainement auquel ne pourront pas échapper ces générations qui arrivent. Le reportage est signé Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Un forum pédagogique pour l'éducation au développement durable a réuni ce matin écoliers et collégiens. Il est organisé par le rectorat avec le CAUE, avec un certain nombre de partenaires qui sont signataires d'une convention. Et l'objectif, tout simplement, c'est de donner à voir les projets qui sont menés par les élèves pendant l'année. Et également, cela permet aux partenaires de donner un aperçu, un panorama de leurs ressources pédagogiques pour l'éducation au développement durable. Nous avons un village d'exposition ici, ce qui permet aux élèves, aux associations et aux partenaires d'exposer. Et nous avons aussi des pôles d'information et de formation. Cette manifestation aura permis à ces petits visiteurs d'accroître leurs connaissances en matière de développement durable. J'ai appris beaucoup de choses, que les cabris les crottes de cabris peuvent faire de l'électricité, que nous jetons beaucoup de déchets et que ça pollue la planète. Mais avant, je ne faisais pas très attention, mais ce forum m'a beaucoup aidé. J'ai appris maintenant, il faut que je dise à ma famille qu'il faut éviter de jeter les déchets. Et moi aussi, il faut que je fasse des efforts à ne pas jeter les déchets.
On apprend des choses sur les tortues, sur comment on fait pour recycler les vêtements, sur le compost. Ce forum pédagogique est également itinérant, avec de nombreuses sorties pédagogiques, contribuant ainsi à l'éducation à l'environnement et au développement durable de ses élèves. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et à Carac-aux-Abîmes. Les coupures sont prévues ce samedi soir chez vous. Lundi, ce seront les communes de Capesterre, Les Saintes et le centre-ville des Abîmes qui seront concernés par ces tournantes d'eau. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain à la mairie de Vieux-Fort à partir de 8h. Lundi, ce sera à Pointe-à-Pitre, devant le Super U Saint-Jules à partir de 8h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 27 avril. Nous avons vu ce soir l'hommage symbolique d'Emmanuel Macron au Panthéon. Le chef de l'État a célébré aujourd'hui le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, une date inédite pour le gouvernement. Un hommage romanesque, des engagements aussi, mais qui ne semblent pas convaincre les Antillais de l'Hexagone. Et puis la filière banane redresse peu à peu la tête. Près de la moitié des exploitants ont repris leur livraison sur le marché local. Une lueur d'espoir pour le groupement des producteurs de Guadeloupe, déterminé à poursuivre le plan banane durable 2. Et quels sont les parcelles contaminées à la chlordécone en Guadeloupe? La préfecture a publié hier la carte de la contamination des sols, un document accessible à tous sur le site de la DAF. Et enfin, nous l'avons vu, l'Académie veut promouvoir le développement durable à l'école, notamment auprès des nouvelles générations. Elle a organisé aujourd'hui la 2e édition du forum pédagogique dédié à ce modèle économique au lycée Nord-Grande-Terre à Port-Louis. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous, on se retrouve lundi.